Le CSE peut désigner un expert dans des cas très distincts. Le premier cas, c'est celui des consultations récurrentes du CSE. La politique sociale de l'entreprise, la situation économique et financière de l'entreprise, mais encore la consultation sur les orientations stratégiques sont des occasions offertes au CSE pour la désignation d'un expert. Il existe, au-delà de ces consultations récurrentes, des cas de désignation d'un expert plus particuliers sur des situations comme une procédure collective de licenciement économique, un droit d'alerte économique du CSE ou encore la situation d'un risque grave identifié par les élus du CSE. Au-delà de ces cas particulièrement réglementés par le Code du travail et la jurisprudence, il existe également la possibilité pour le CSE de procéder à ce qu'on appelle une expertise libre. C'est le cas où le CSE souhaite faire appel à un expert de tout type, qui est rémunéré par ses soins pour l'accompagner dans la préparation de ses travaux. La question du financement de l'expertise est fondamentale. C'est ce point qui donne lieu à un abondant contentieux sur les expertises du CSE. Il y a 3 cas de figure. Le premier cas, c'est l'expertise libre. L'expert est financé, l'expertise est financée exclusivement par le CSE sur son budget. Le deuxième cas de figure, c'est l'expertise cofinancée par l'employeur et le CSE. Dans ce cas-là, l'employeur a 80% de financement à prendre en charge et les 20% restants sont à la charge du CSE. C'est le cas notamment de la consultation sur les orientations stratégiques et le droit d'alerte économique du CSE. Le troisième cas, c'est celui où le financement du coût de l'expertise revient exclusivement à l'employeur. Et ces cas sont principalement la situation économique et financière de l'entreprise, la politique sociale de l'entreprise, mais encore les licenciements pour motif économique et la situation de l'expertise pour risque grave. Les droits de l'expert sont extrêmement importants et nombreux. Plus important, c'est le droit d'accès et de circulation de l'expert dans l'entreprise. Une fois désigné, l'expert peut librement circuler dans l'entreprise et l'employeur ne peut pas s'y opposer. S'il le fait, sera constitué un délit d'entrave pénalement répréhensible. En revanche, il est à noter que l'employeur peut s'opposer à ce que l'expert vienne auditionner des salariés sur leur temps de travail. On parle aussi de droit d'accès aux données de l'entreprise. Et notre cabinet est régulièrement consulté sur les documents qu'on peut refuser de communiquer ou non à l'expert qui est désigné par le CSE. Il y a sur ce point un contentieux qui est extrêmement abondant. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'employeur doit fournir à l'expert les documents que ce dernier estime nécessaires à l'exercice de sa mission. Et l'employeur ne peut pas apprécier ce qu'il considère comme nécessaire ou non à l'exercice de la mission par l'expert. En revanche, il est à noter qu'on peut saisir le juge pour sanctionner l'abus de droit de l'expert et notamment si le juge constate que les documents sollicités ne sont pas nécessaires à l'exercice par l'expert de sa mission. Alors, la question c'est quels sont les documents et quels sont les arguments qu'on peut opposer aux demandes de communication de l'expert. La première chose à savoir, c'est que la confidentialité d'un document ne peut pas être un motif de refus de communication d'un document à l'expert. Pour autant, on a développé au cabinet une argumentation assez fine avec la jurisprudence qui a été rendue au cours des dernières années sur le sujet pour identifier les axes de contestation et d'arguments qui peuvent être opposés aux experts qui sollicitent une communication de documents trop importants. Le premier, c'est l'historique. Parfois, on constate que les experts sollicitent des documents sur une période, une temporalité qui est excessive au regard de la mission qui leur sont confiées. Il arrive également qu'on constate que les documents sollicités par l'expert ne présentent pas de lien avec l'expertise et la motivation par le CSE de la saisine de l'expert. Dans ce cas-là, il faut bien noter que la motivation et la délibération du CSE lorsqu'il décide de recourir à un expert est essentielle puisque c'est à l'aune de cette délibération et de cette motivation qu'on pourra apprécier si l'expert excède ou non la mission qui lui a été confiée. Il y a aussi la possibilité de refuser la communication d'un document sollicité par l'expert, tout simplement parce que ce document n'existe pas dans l'entreprise. Et on ne pourra jamais reprocher à un employeur de ne pas avoir créé un document qu'un texte légal ou réglementaire ne lui impose pas de créer. Enfin,
l'employeur n'est pas tenu de communiquer des synthèses de documents. Ça signifie que si on peut imposer à l'employeur de communiquer un document dans son intégralité, on ne peut jamais, un expert ne pourra jamais obliger l'employeur à réaliser une synthèse des données dans l'entreprise. Le troisième point, certainement le plus important, c'est celui de la contestation judiciaire et notamment celle des honoraires de l'expert. Le maître mot en la matière, c'est célérité. Pourquoi célérité? Parce que le délai offert par le Code du travail à l'employeur en contestation de l'expertise ou des honoraires de l'expert est extrêmement court. L'employeur dispose en effet d'un délai de 10 jours pour saisir le tribunal judiciaire. Vous l'aurez compris, le point de départ de ce délai de 10 jours dépend de ce que l'employeur souhaite contester. Ainsi, si l'employeur souhaite contester le principe même de l'expertise, ce délai de 10 jours commence à courir à compter de la délibération du CSE qui désigne l'expert. S'il souhaite contester le coût prévisionnel de l'expertise, le point de départ de ce délai de 10 jours court à compter du moment où il reçoit l'information par l'expert du montant provisionnel de son expertise. Naturellement, chaque dossier et chaque cas est spécifique. Pour autant, on identifie quand même des axes de contestation récurrents. Le premier axe de contestation, c'est celui du taux journalier annoncé par le cabinet d'expertise. Il faut savoir que les taux des experts oscillent en général entre 1 200 et 1 500 euros par jour. Ici, on a un axe de contestation qui est majeur, puisque au regard de la notoriété du cabinet désigné, mais aussi de la complexité de la mission confiée à l'expert, on pourra contester le taux journalier annoncé par l'expert. Le deuxième axe de contestation porte sur la qualité et l'identité des personnes qui vont être amenées à participer à la réalisation de l'expertise. En effet, il faut être extrêmement vigilant au taux journalier unique annoncé par les cabinets d'expertise. En fonction de la qualité de la personne qui va intervenir dans le cadre de l'expertise, le taux pourra être plus ou moins important et ainsi, en général, les juridictions sont assez réticentes à admettre qu'un cabinet puisse annoncer un taux unique, quelle que soit la personne amenée à réaliser l'expertise. Le troisième axe de contestation, c'est la durée totale de l'expertise et de la réalisation de la mission confiée à l'expert. Et sur ce point, naturellement, la taille de notre cabinet et le nombre assez conséquent de dossiers qui nous ont été confiés sur le sujet nous permettent aujourd'hui de savoir de façon assez globale les durées d'expertise qui sont jugées excessives ou non par les différents tribunaux judiciaires. Le quatrième axe de contestation porte sur la qualité du rapport rendu par l'expert désigné par le CSE. Et sur ce point, nous sommes extrêmement vigilants à la qualité de la rédaction des rapports. La taille du rapport, les différents copier-coller qu'on pourra identifier dans ce rapport, mais également les précédents rapports qui ont pu être rendus par d'autres experts dans l'entreprise sont autant d'arguments qui nous permettront d'obtenir une réduction des honoraires de l'expert. Enfin, il ne faut pas négliger le dialogue avec les experts et surtout le fait qu'une issue amiable peut toujours être envisagée. Ainsi, n'hésitez pas à vous rapprocher des cabinets d'expertise désignés par le CSE pour obtenir de façon tout à fait amiable une réduction du montant de leurs honoraires. Le CSE de mon client invoquait plusieurs faits pour soutenir qu'il existait au sein de l'entreprise un risque grave qui justifiait la désignation d'un expert. On a d'abord soulevé le fait que le risque allégué n'était pas actuel. En effet, les faits invoqués par le CSE remontaient à plus de 6 mois et cette condition d'actualité a été déterminante dans ce dossier. Le deuxième point, c'est qu'on a fourni au juge un certain nombre de données chiffrées et matériellement vérifiables qui ont permis au juge d'apprécier la réelle situation de l'entreprise et l'absence de risques graves. Par exemple, la baisse du nombre d'accidents du travail dans l'entreprise, la baisse du taux d'absentéisme dans l'entreprise ont aussi été des éléments qui ont été fournis au juge et qui ont convaincu le juge pour annuler la désignation de l'expert. On a également démontré au tribunal judiciaire que le CSE, en sollicitant un expert, faisait référence à un risque de manière générale et imprécise. Or, la jurisprudence considère qu'un risque général et imprécis ne justifie pas le recours à un expert. C'est le cas notamment d'un CSE qui considère qu'il existerait dans l'entreprise
un état de stress général des collaborateurs. Tous ces points ont permis, dans ce cas particulier, d'obtenir l'annulation de la désignation de l'expert du CSE de mon client.